Bien, bonsoir à tout le monde. Et encore une fois, bienvenue dans le cadre du cours du contentieux administratif. Hier, nous avions débattu pendant près de 2 heures de l'historicité de la création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avions vu au départ qu'il existait la Chambre des comptes. La suite, à travers les âges, à travers les ans, on a dit à travers aussi diverses constitutions et lois, l'appellation de la Cour de la Chambre des comptes allait être changée pour devenir la Cour supérieure des comptes. Et ensuite, quelques années plus tard, grâce à de nouvelles constitutions et à de nouveaux textes de loi et de décrets, on est passé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, nous avons vu long et en large le contenu de l'historicité de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et aujourd'hui, nous allons avancer dans un autre chapitre. On va découvrir un autre point. On va parler des missions et des attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En tout premier lieu, nous allons nous référer à l'article 2 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Que nous dit cet article? Il est clairement précisé dans l'article 2 que la CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics et d'assister le Parlement et l'exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires. Je reprends encore une fois les dispositions de l'article 2, pas vrai, du décret du 23 novembre 2005 qui dit clairement que la CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics, et d'assister le Parlement et l'exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires. Donc, dès le départ, nous voyons que l'article 2 fixe les différentes missions auxquelles la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les missions qui lui sont attribuées. Et donc, de cette base, nous pouvons dire que la CSCCA est, suivant la nomenclature administrative haïtienne, une institution indépendante, mais de type essentiellement juridictionnel. Je reprends. C'est une institution certes indépendante, mais de type essentiellement juridictionnel. Elle peut être qualifiée d'atypique en son genre du fait de son hybridité. Son statut hybride la positionne comme garante de la probité de la gestion publique et de la légalité des actes administratifs. Je reprends.
Elle peut être qualifiée d'atypique, à savoir, lorsqu'on se réfère à l'article 2 du décret, vous voyez qu'il y a une forme d'hybridité dans la mission attribuée à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En ce sens que son statut hybride la positionne comme garante de la probité dans la gestion publique et de la légalité des actes administratifs. Elle est à la fois dépositaire des compétences juridictionnelles en matière de contrôle des finances publiques, en tant que Cour des comptes d'une part, et d'autre part, elle est une juridiction administrative tant juge des actes de l'administration. Tout en étant foncièrement une juridiction, la Cour exerce d'autres attributions relevant de missions non juridictionnelles que nous verrons sous peu. Donc, toujours en se référant à cet article 2 du décret du 23 novembre 2005, nous pouvons conclure que les missions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont donc de 3 ordres autour desquels vont s'élever un ensemble d'attributions. D'une part, premièrement, elle a une mission juridictionnelle. Deuxièmement, une mission de contrôle administratif. Et troisièmement, une mission consultative auprès des pouvoirs publics. Je reprends succinctement. Nous traitons dès à présent des missions et attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et la référence légale de cette mission, on la retrouve dans les dispositions de l'article 2 du décret du 23 novembre 2005. Et si on regarde en profondeur cet article, nous pouvons dire que les missions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont donc de 3 ordres autour desquels vont s'élever un ensemble d'attributions. Premièrement, elle a une mission juridictionnelle. Deuxièmement, elle a une mission de contrôle administratif. Et troisièmement, elle a une mission consultative auprès des pouvoirs publics. Nous allons essayer de détailler en tout premier lieu la première mission réservée à la Cour supérieure des comptes qui est la mission juridictionnelle. Rappelez-vous encore une fois, la référence à cette mission, encore à ces diverses missions, c'est l'article 2 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Je crois qu'une copie de ce décret vous avait été communiquée, donc vous pouvez toujours prendre lecture de cet article pour confirmer l'existence de cet article. Comme nous disions tantôt, nous allons voir la première mission réservée ou encore dévolue à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est la mission juridictionnelle. En quoi consiste cette mission? Nous disions, cette mission fait de la Cour une instance juridictionnelle, tranchant des litiges relevant du contentieux administratif et prenant des décisions ayant autorité de choses jugées. Je reprends. Cette mission fait de la Cour une instance juridictionnelle, tranchant des litiges relevant du contentieux administratif et prenant des décisions ayant autorité de choses jugées.
Ainsi, comme juridiction administrative, la Cour est le juge des actes des autorités administratives faisant grief. Exemple, si au sein de l'administration, il y a violation des règles de droit en matière administrative, l'affaire peut être portée que par devant le tribunal administratif, en d'autres termes, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Car c'est cette Cour qui est habilitée à juger les actes des autorités administratives. Ce qui fait que les décisions rendues par cette Cour vont avoir autorité de choses jugées. Et rappelez-vous, dans le cours antérieur, nous avions dit que les seules voies de recours qui sont ouvertes par rapport à un arrêt rendu par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est le pourvoi en cassation. Je reprends, la seule voie de recours qui est ouverte par rapport à un arrêt qui serait rendu par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, cette voie de recours n'est autre que le pourvoi en cassation. Nous poursuivons pour dire que les actes de l'administration publique haïtienne sont susceptibles de recours par devant le juge administratif quand ils font grief non seulement aux administrés, mais aussi aux usagers du service public. Et les actes administratifs à portée individuelle, tels que les décisions administratives, le sont par voie d'action, et ceux à portée générale, tels que les arrêtés et autres règlements, ne sont attaquables que par voie d'exception, c'est-à-dire indirectement. Donc, je suis sûr que vous comprenez très bien le principe de dualité juridictionnelle, en ce sens qu'il y a deux ordres de juridiction. Il y a l'ordre judiciaire et il y a l'ordre administratif. Dans l'ordre judiciaire, les tribunaux qui sont appelés à connaître les litiges entre les citoyens, c'est le tribunal de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux, les cours d'appel et la cour de cassation. Ça, c'est pour l'ordre judiciaire. Mais pour l'ordre administratif, nous savons clairement qu'il n'y a que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est la seule instance capable de juger les actes des autorités administratives. Par contre, si une partie n'est pas satisfaite de la décision rendue par cette Cour, elle peut faire recours uniquement par devant la Cour de cassation. Nous pouvons aussi dire que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif juge également les comptes des ordonnateurs et comptables publics sur lesquels elle a autorité. Je reprends. La Cour, comme il est précisé dans l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, elle juge également les comptes des ordonnateurs et des comptables publics sur lesquels elle a autorité. Faisons une brève digression pour définir, pour comprendre ce qu'on entend par ordonnateur. C'est qui est ordonnateur? Nous devons préciser, pour mieux comprendre le sens de cette disposition, ce qu'on entend par ordonnateur.
En droit administratif, l'ordonnateur est une autorité publique qui donne l'ordre d'engager ou de liquider une dépense ou de percevoir une recette sans pour autant manipuler les fonds eux-mêmes. Je reprends. Être ordonnateur, au regard du droit administratif, c'est celui qui détient une autorité publique, qui donne l'ordre d'engager ou de liquider une dépense ou de percevoir une recette sans pour autant manipuler les fonds eux-mêmes. Donc, si on veut essayer de définir le mot ordonnateur, on peut dire que ce dernier est chargé de la gestion administrative et juridique des finances publiques, mais ne détient pas les fonds. Il prend les décisions qui permettent au comptable public d'agir. Donc, en ce sens, l'ordonnateur exerce certaines fonctions telles que l'engagement des dépenses, à savoir, il décide qu'une dépense doit être faite, par exemple, dans le cas de l'achat de matériel, ou encore dans le cas de paiement d'un prestataire. Autre fonction qui est attribuée à l'ordonnateur, c'est la fonction de liquidation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire, il est placé à vérifier à ce que la dépense est justifiée et en fixe aussi le montant. Et autre fonction, relevant de la compétence de l'ordonnateur, c'est la fonction d'ordonnancement. On entend par ordonnancement le fait qu'il donne l'ordre au comptable public de faire tel ou tel acte, ou encore, par exemple, de payer. Et en dernier lieu, comme autre fonction relevant de la compétence de l'ordonnateur, c'est ce qu'on appelle les recettes. Il peut ordonner la perception des recettes, telles que des taxes, ou encore des amendes. Donc, de ce que nous venons de voir, nous voulons clairement établir une distinction entre un ordonnateur et un comptable public. En ce sens, l'ordonnateur, lui, il décide et ordonne les opérations financières, tandis que le comptable public exécute les paiements et encaissements. Autre distinction, c'est que l'ordonnateur ne manipule pas les fonds, tandis que le comptable public, c'est lui qui aura à manipuler les fonds publics. Dernière distinction qu'on peut établir entre le comptable public et l'ordonnateur. L'ordonnateur est responsable sur le plan administratif, tandis que le comptable public, lui, il est responsable sur le plan financier et pénal. Il est responsable sur le plan financier et pénal. Dans la vie de tous les jours, qui peut être considéré comme ordonnateur? Par exemple, le maire dans une commune peut être considéré comme étant un ordonnateur. Un ministre au sein des ministères peut être considéré comme étant un ordonnateur. C'est-à-dire, le ministre décide, ordonne les opérations financières, mais il ne va pas manipuler les fonds. Car les fonds dont s'agit sont de la compétence exclusive du comptable public. De ce fait, nous pouvons dire, pour conclure, l'ordonnateur initie l'action, mais c'est le comptable public qui la réalise. Cette séparation garantit la transparence et la sécurité des finances publiques. Donc, nous reprenons pour dire, nous venons d'éclaircir cette distinction qui pourrait exister entre l'ordonnateur
et le comptable public. Et nous venons aussi de définir ce qu'on entendait par ordonnateur et comptable public. Donc, pour poursuivre, nous pouvons dire que la Cour juge les comptes des ordonnateurs et comptables publics et tous ceux désignés par la loi comme devant rendre compte de sa gestion de droit ou de fait. De droit ou de fait. Quand est-ce qu'on peut parler de comptable de droit ou encore qui est comptable de droit? Le comptable de droit est une personne légalement investie de la fonction de comptable public. Je reprends. Le comptable de droit est une personne légalement investie de la fonction de comptable public. Cela signifie qu'il est nommé officiellement par une autorité compétente. Par exemple, le ministère des Finances ou encore dans le cas des collectivités territoriales. Il agit dans le cadre d'un mandat légal avec des responsabilités précises, encaissement des recettes, paiement des dépenses et tenue des comptes publics. Aussi, il est soumis à des règles strictes de contrôle, notamment par la Cour des comptes ou les chambres par la Cour supérieure des comptes. Il est soumis à des règles strictes de contrôle, notamment par la Cour supérieure des comptes. Par exemple, le comptable d'une mairie ou d'un hôpital public nommés par arrêté présidentiel et ministériel sont considérés comme étant des comptables publics. Je reprends. Le comptable de droit est une personne légalement investie de la fonction de comptable public, en ce sens qu'il est nommé officiellement par une autorité compétente. Il agit dans le cadre d'un mandat légal avec des responsabilités précises telles que l'encaissement des recettes, le paiement des dépenses et la tenue des comptes publics. Ainsi, il est soumis à des règles strictes de contrôle, notamment par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, par le fait qu'il a l'obligation de gérer les fonds publics. Par contre, le comptable de fait, en revanche, est une personne qui manipule ou gère des fonds publics sans y être autorisé légalement. Je reprends, tandis que le comptable de fait est une personne qui manipule ou gère des fonds publics sans y être autorisé légalement. Cela peut être un agent ou un élu qui encaisse des recettes ou effectue des paiements sans habilitation. Par exemple aussi, quelqu'un qui intervient dans la gestion financière en dehors du cadre légal, même avec de bonnes intentions. Donc, cette personne, il peut être poursuivi par devant la Cour supérieure des comptes pour avoir usurpé une fonction comptable et être tenu de rembourser les sommes indûment manipulées. Par exemple, un maire qui paie directement une facture avec des fonds publics sans passer par le comptable public. Automatiquement, il devient un comptable de fait. Je reprends. Par exemple, un maire qui paie directement une facture avec des fonds publics sans passer par le comptable public. De ce fait, il devient un comptable de fait. Donc, nous reprenons pour dire que la Cour juge, parce qu'il fallait préciser ces notions. Bien sûr, je sais que vous les connaissez déjà pour avoir eu un cours de droit administratif, mais c'était un rappel pour ne pas, pour pouvoir distinguer d'une part les ordonnateurs, les comptables publics, les comptables de droit et les comptables de fait. Donc, je reprends succinctement pour dire que la Cour juge les comptes des ordonnateurs
et comptable public, et tous ceux désignés par la loi comme devant rendre compte de sa gestion de droit ou de fait. La Constitution de 1987 a fait de la CSCCA une juridiction à la fois administrative et financière. En ce sens que le volet financier de ce contrôle est exercé sur la gestion des ordonnateurs et comptables publics de toutes les administrations sans que cette dernière n'a de juridiction sur les ministres. Je reprends. Le volet financier de ce contrôle est exercé sur la gestion des ordonnateurs et comptables publics de toutes les administrations sans que cette dernière n'a de juridiction sur les ministres, sauf à les déclarer comptables de fait, parce que les ministres répondent eux-mêmes du Parlement, qui aura à donner des charges ou à ne pas accorder des charges à la gestion financière d'un ministre, sauf dans les cas où le ministre serait déclaré comme étant un comptable de fait. La Cour n'a pas non plus de juridiction sur les présidents des chambres parlementaires et les questeurs des dites chambres, que dans le cas où ils seraient déclarés comptables de fait. Ce contrôle a la particularité d'être à la fois externe et juridictionnel. Je reprends succinctement. Nous avons établi la différence entre les ordonnateurs et les comptables publics, ce qu'on entendait par comptable de droit et comptable de fait. Mais nous disons que la Constitution de 1987 a fait de la CSCCA une juridiction à la fois administrative et financière, mais le volet financier de ce contrôle est exercé sur la gestion des ordonnateurs et des comptables publics de toutes les administrations sans que cette dernière n'a de juridiction sur les ministres, sauf à les déclarer comptables de fait. La Cour n'a pas non plus de juridiction sur les présidents des chambres parlementaires et les questeurs des dites chambres, que dans le cas où ils seraient déclarés comptables de fait. Ce contrôle a la particularité d'être à la fois externe et juridictionnel. Nous allons poursuivre dans une autre audio où nous aurons à voir la deuxième mission de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui n'est autre que la mission de contrôle administratif. À tout de suite. Bien, nous allons poursuivre. Nous avions déjà vu la première mission qui est prévue à l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, qui est la mission juridictionnelle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous allons aborder maintenant la deuxième mission, pas vrai, qui est une mission de contrôle administratif. Donc, pour corroborer, pas vrai, cette mission, à part de l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, nous allons nous référer à une loi qui est la loi de 4 mai 2016 qui, dans son article 83, précise que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État. Je reprends. Les dispositions de l'article 83, lorsqu'on va combiner l'article 2 du décret du 23 novembre 2005 à l'article 83
de la loi du 4 mai 2016, nous pouvons clairement confirmer que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a une mission de contrôle administratif. C'est ainsi, lorsqu'on se réfère à l'article 83, cet article précise que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État. Donc, le contrôle administratif est ce contrôle de l'administration qui est fait par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à la phase préparatoire au contrôle juridictionnel, celle de l'audit administratif. Ce contrôle est donc dit contrôle administratif externe. En d'autres termes, qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous venons de dire que le contrôle administratif est ce contrôle de l'administration qui est fait par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à la phase préparatoire au contrôle juridictionnel, à savoir celle de l'audit administratif, et que ce contrôle est donc dit contrôle administratif externe. En d'autres termes, cela signifie que la Cour va contrôler la régularité, la sincérité et la concordance des recettes et des dépenses de l'État ou encore des collectivités territoriales, voire même des entreprises publiques et des institutions subventionnées. Je reprends. Comment comprendre cette question de contrôle administratif qui est attribuée à la Cour supérieure des comptes? Nous disons que ce contrôle vise la régularité, la sincérité et la concordance des recettes et des dépenses de l'État, non seulement les dépenses de l'État, mais aussi prend en compte les dépenses et les recettes des collectivités territoriales et aussi des entreprises publiques et des institutions subventionnées. En ce sens que ce contrôle vise à garantir que l'argent public est utilisé conformément aux lois budgétaires et dans l'intérêt général. Il inclut également la vérification de la bonne exécution des contrats publics. Je reprends un peu pour vous permettre de comprendre. Nous disions que lorsqu'on se référait aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, nous avions vu que dans ce décret, 3 catégories de missions étaient attribuées à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La première mission, qui n'était autre qu'une mission juridictionnelle, que nous avons largement élaboré dessus dans la vidéo antérieure. Maintenant, nous abordons la mission de contrôle administratif. Pour conforter les dispositions de l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, il y a un autre texte qui a été pris pour
renforcer, pas vrai, et cette mission qui est dévolue à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cette disposition, on la retrouve dans l'article 83 de la loi du 4 mai 2016. Et que dit cette disposition? Elle précise que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État. Donc, en quoi consiste ce contrôle administratif? Disons que le contrôle administratif est ce contrôle de l'administration qui est faite par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à la phase préparatoire au contrôle juridictionnel, celle de l'audit administratif. Ce contrôle est donc dit contrôle administratif externe. Et en des termes beaucoup plus simples et beaucoup plus clairs, cela veut dire que la Cour va contrôler la régularité, la sincérité et la concordance des recettes et des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des institutions subventionnées. On pourrait ajouter que ce contrôle vise à garantir que l'argent public est utilisé conformément aux lois budgétaires et dans l'intérêt général. Il inclut également la vérification de la bonne exécution des contrats publics. Par exemple, par suite de l'audit d'un programme d'infrastructure routière financé par des fonds internationaux, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a révélé de graves anomalies dans les appels d'offres et recommande la suspension du programme jusqu'à la régularisation des procédures d'adjudication. Donc, c'est un exemple clair pour montrer à quel point que ce contrôle est important dans le cadre de la gestion des fonds publics. Je reprends encore l'exemple pour vous permettre de bien appréhender le sens du contrôle administratif exercé par la Cour supérieure des comptes. C'est que par la suite de l'audit d'un programme d'infrastructure routière qui était financé par des fonds internationaux, la Cour a révélé de graves anomalies dans les appels d'offres et a recommandé la suspension du programme jusqu'à ce que on est arrivé à une régularisation des procédures d'adjudication. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a à dire, sur la mission de contrôle administratif exercée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Toujours dans le cadre de ces diverses missions, nous avions dit que la Cour aussi avait une mission consultative de la Cour auprès des pouvoirs publics. Voici la troisième catégorie de mission qui est exercée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est une mission consultative auprès des pouvoirs publics. En ce sens que la mission de consultation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est d'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, c'est la Constitution même qui prévoit cette mission qui est réservée
à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans cette tâche rentrent les avis obligatoires de la CSCCA sur les projets de loi de finances, la production du rapport annuel sur la performance publique et le contrôle a priori de la légalité des contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie. Je reprends. C'est la Constitution même qui prévoit que une mission consultative est attribuée à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et en quoi consiste, pas vrai, cette mission consultative? Dans cette tâche rentrent les avis obligatoires de la CSCCA sur les projets de loi de finances, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir des projets de loi de finances, obligation est faite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de donner son avis dans le cadre de l'élaboration de ces projets de loi de finances. Et aussi, la production du rapport annuel sur la performance publique et le contrôle a priori de la légalité des contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie. Nous poursuivons pour dire que, toujours en cette matière, conformément à l'article 5 jusqu'au article 13 du décret du 23 novembre 2005, établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA, la Cour a comme attribution de conduire toute mission d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. Elle peut également proposer au pouvoir public des réformes d'ordre législatif ou réglementaire se rapportant à sa mission et qui lui paraissent conformes à l'intérêt public. On peut se référer aux articles 5 à 12 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Je reprends un peu pour dire que, toujours en cette matière, conformément au décret du 23 novembre 2005, la Cour a comme attribution de conduire toute mission d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. Elle peut aussi proposer au pouvoir public des réformes d'ordre législatif ou réglementaire se rapportant à sa mission et qui lui paraissent conformes à l'intérêt public. En ce sens, la Cour est appelée à donner des avis sur la conformité juridique et budgétaire des contrats, des conventions et projets de loi et apprécie la gestion des fonds publics à la demande de l'exécutif, du Parlement ou de l'administration. Son rôle consultatif vise à prévenir les contentieux par la détection anticipée de failles et d'irrégularités dans les textes ou marchés publics. Vous comprenez qu'a priori, avant une convention ou encore un projet de loi qui a rapport avec la gestion des fonds publics soit mis en œuvre ou exécuté, il appartient pas vrai à la Cour de donner un avis consultatif sur ce contrat ou encore sur ces conventions ou projets de loi. Tout ceci, c'est pour éviter à ce qu'il puisse découler de l'exécution de ces contrats des contentieux par la détection anticipée de failles
ou d'irrégularités dans les textes au marché public. Par exemple, le ministère des Travaux publics a sollicité l'avis de la CSCCA avant de lancer un méga contrat d'équipement lourd. La Cour a conditionné son approbation à une révision de certaines clauses jugées trop favorables à un prestataire privé. Vous comprenez? Les intérêts de l'État doivent être sauvegardés. C'est pourquoi, dans le cas de certains contrats, la Cour doit donner son avis justement en vue de sauvegarder les intérêts de l'État. Je reprends encore l'exemple que nous venons de donner. Le ministère des Travaux publics a sollicité l'avis de la CSCCA avant de lancer un méga projet, un méga contrat d'équipement lourd. Mais la Cour a conditionné son approbation à une révision de certaines clauses jugées trop favorables à un prestataire privé. C'est ce qu'on entend des fois par une clause léonienne. C'est-à-dire que le prestataire privé détient trop d'avantages dans le cadre de dit contrat. Nous allons essayer de résumer un peu à cet effet toutes les attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le cadre de sa mission comme il est prévu dans le décret du 23 novembre 2005. Donc, nous allons de manière laconique essayer de reprendre toutes les attributions que le texte accorde, pas vrai, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Premièrement, nous avons que la Cour, on a attribué à la Cour le droit de juger les comptes des comptables, du droit ou de fait, et leur donner des charges de leur gestion ou engager, s'il y a lieu, de leur responsabilité civile ou pénale. Deuxième attribution, c'est celle de confirmer, de réformer ou d'annuler les actes des responsables de l'administration publique non conformes aux lois et règlements. Troisièmement, de donner son avis motivé sur tous les projets de contrat, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie. Quatrièmement, de faire de rapport au Parlement de la régularité des transactions financières de l'État. Ce rapport devra être publié. Cinquièmement, de participer au processus d'élaboration et de préparation du budget général de la République par des avis de conformité. Sixièmement, d'exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques. Septièmement, de vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l'administration centrale et l'administration décentralisée. Huitièmement, de vérifier les institutions de la société civile bénéficiaires de subventions du Trésor public, des organismes autonomes et des collectivités territoriales ou toute autre institution nationale ou internationale exécutant des projets pour et au nom de l'État et des collectivités territoriales. Deuxièmement, d'ordonner, de certifier la vérification ou vérifier le cas échéant les entreprises dans lesquelles l'État ou les entités décentralisées détiennent des participations. Dixièmement, de certifier les comptes généraux de la nation, comprenant
les comptes de l'administration centrale, ceux des collectivités territoriales, des organismes autonomes et les comptes spéciaux du Trésor. Et 11e, de recevoir l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'administration publique et des autres organismes ou institutions cités à la linéa 8. En autoriser l'aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs. 12e, de proposer au pouvoir public des réformes d'ordre législatif ou réglementaire se rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l'intérêt public. Et 13e, de conduire toute mission d'enquête, d'encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiés par les pouvoirs publics. Donc, on peut dire, de là, nous venons de voir les différentes attributions qui sont réservées à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, grâce à ces attributions diversifiées, la Cour joue un rôle de régulateur et de garant de la légalité des finances publiques haïtiennes. En ce sens que ces interventions régulières permettent, premièrement, d'assurer la traçabilité des fonds, deuxièmement, d'assainir les circuits budgétaires, quatrièmement, de renforcer la confiance dans l'administration et enfin, de conseiller utilement les décideurs publics sur la sécurisation juridique et financière des opérations. Donc, ces points montrent, par vrai, que les missions et attributions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dépassent le simple contrôle des comptes. Elles englobent une palette complète de fonctions juridiques, financières et consultatives, toutes centrées sur la transparence, la légalité et la bonne gouvernance administrative. Donc, je reprends un petit peu en termes de conclusion des différentes missions, pas vrai, qui sont reconnues à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous disons, grâce à ces attributions diversifiées, nous en avons vu 13 de ces attributions, la Cour va jouer un rôle de régulateur et de garant de la légalité des finances publiques haïtiennes. Ces interventions régulières permettent, premièrement, d'assurer la traçabilité des fonds, les fonds en provenance, pas vrai, du Trésor public. Deuxièmement, d'assainir les circuits budgétaires. Troisièmement, de renforcer la confiance dans l'administration. Et quatrièmement, de conseiller utilement les décideurs publics sur la sécurisation juridique et financière des opérations. Donc, grande conclusion, on peut dire clairement que ces points montrent que les missions et attributions de la CSCCA dépassent le simple contrôle des comptes. Elles englobent une palette complète de fonctions juridiques, financières et consultatives, toutes centrées sur la transparence, la légalité et la bonne gouvernance administrative. Donc, voilà ce que nous avions à dire sur ce deuxième point. N'oublions pas que au premier point, hier, nous avions vu l'historicité de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avions vu à travers le temps, il y a tout un ensemble de changements qui ont été apportés tant aux missions, tant à la durée, tant à l'appellation même de la Cour, en passant de chambre des comptes en Cour supérieure des comptes pour arriver à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Et aujourd'hui, nous avions vu les diverses missions et attributions qui sont reconnues à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lesquelles missions et attributions qu'on retrouve dans le décret du 23 novembre 2005 et aussi dans la loi de mai 2016. Donc, nous avions relevé la loi particulièrement du 4 mai 2016, pour être beaucoup plus précis. Donc, nous avons relevé tout un ensemble de missions et d'attributions, lesquelles visent finalement à quoi? À ce que les fonctions juridiques, financières et consultatives, elles sont centrées sur la transparence, la légalité pour arriver vers une bonne gouvernance administrative. Donc, c'est tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Et aux prochaines interventions, nous aurons à voir l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et on se revoit à la prochaine. Merci de votre écoute. Bonne nuit et bon travail.